Mais d'abord, le texte sur le pass sanitaire adopté hier soir et les modifications attendues au Sénat avec Flora Sauvage. Seulement une voix d'écart. Après de vifs débats, les députés ont voté pour la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet, si la situation l'exige. C'est le troisième projet de loi abordant la question du pass en 5 mois. Le gouvernement justifie cette mesure par l'évolution de l'épidémie. Il y a une reprise de l'épidémie qu'on constate à peu près partout en Europe. Cette situation, cette reprise qui est probablement liée en grande partie aux conditions hivernales et au fait que le virus circule davantage dans ces conditions, nous le savons malheureusement désormais. Présenté comme une boîte à outils, le projet de loi de vigilance sanitaire offre une batterie de mesures pour freiner l'épidémie. Les députés ont adopté l'amendement du gouvernement qui permet aux chefs d'établissement scolaire de connaître le statut vaccinal de leurs élèves. Une mesure visant à faciliter l'organisation de campagnes de dépistage et de vaccination au sein des collèges et des lycées. Certains dénoncent une entorse au principe du secret médical. Ça ne me paraît pas être le rôle d'un chef d'établissement que de commencer à contrôler la situation sanitaire des enfants. Sur les 11 vaccins obligatoires, voilà, là, on peut parce que pour rentrer à l'école, il faut être vacciné avec ces 11 vaccins obligatoires depuis maintenant quelques années. Sur cette opération, je suis très réservé, donc ça viendra au Sénat. Pour le chef de file des socialistes au Sénat, la vaccination contre le Covid-19 doit devenir obligatoire. Le projet de loi sera examiné à la Chambre haute le 28 octobre, où ni la majorité de droite ni les élus de gauche ne cachent leur réticence. Et on débat autour de cette prolongation du pass sanitaire avec mes invités. Sandra Motin, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes député LREM de l'Isère. Stéphane Le Rudulier, bonsoir. Sénateur LR des Bouches-du-Rhône. Paul Cassia, bonsoir à vous. Bonsoir. Professeur de droit public et constitutionnel à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Avec nous en visioconférence, l'épidémiologiste Philippe Amouyel. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Et Laetitia Krupa, éditorialiste à mes côtés, comme tous les mardis et tous les jeudis dans Sens Public. Donc prolongation jusqu'au 31 juillet, vous l'avez vu, passer d'extrême justesse à l'Assemblée, examiné au Sénat, ce sera vendredi prochain, 28 octobre. Sandra Motin, heureusement que vous étiez là hier soir et que vous avez voté, parce que sinon ça passait pas, c'était ric-rac. Pourquoi faut-il, selon vous, prolonger ce pass sanitaire ? Alors d'abord, je tiens à dire que pendant que le texte était voté en séance, on était en train de travailler aussi en commission, notamment sur le budget. Donc on était au moins 2 commissions à travailler en même temps sur le budget. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques voix qui ont peut-être manqué. On était quand même là, et oui, et il n'y avait pas de risque majeur, donc on a continué notre travail. Pourquoi est-ce qu'il faut donner la possibilité, en fait, au gouvernement de pouvoir requérir, s'il a besoin, finalement à cet état d'urgence sanitaire? Parce qu'on ne sait pas où on va encore. On le voit en ce moment en Grande-Bretagne. On a une recrudescence avec un sous-variant du Delta. On n'est pas à l'abri encore, hélas, on aimerait. Alors c'est vrai que les Français sont massivement vaccinés. Ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ça nous protège. On sait que le vaccin, ça protège des formes graves et que ça empêche les contagions. Donc, on est à 78% des personnes éligibles. On a encore une vraie marge de progression, notamment sur les très jeunes, les 12-18, et sur les personnes âgées fragiles. Donc il faut encore qu'on aille les chercher. Donc c'est important de pouvoir se donner les moyens de réagir s'il y a besoin, s'il y a vraiment matière à le faire. Et pourquoi jusqu'en juillet ? Moi, je vais être très claire tout de suite. Parce qu'effectivement, à partir du mois de février, on arrête nos travaux à l'Assemblée et au Sénat, qu'on va être dans une période... On y est déjà, dans une période un peu particulière. Pour l'instant, on est en pré-campagne. On voit déjà que la moindre décision qu'on prend pour plus de 6 mois nous provoque des commentaires sur le fait qu'on utilise notre mandat pour la campagne. Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner en pleine campagne, de devoir effectivement faire ce type de session extraordinaire et les débats à n'en plus finir que ça aurait, alors même qu'on serait dans une urgence sévère. Alors, on a entendu vos différents arguments et je pense que nos invités pourront y répondre. Stéphane Le Rudulier, peut-être déjà un point de principe. Dans 8 jours, vous votez pour, vous votez contre ? Alors, de toute façon, on aménagera. Oui. Le Sénat a tout le temps été sage sur ce sujet, étant donné qu'on ne s'est pas jamais opposé au mois de juillet, notamment au pass sanitaire. Si ce n'est un point, nous sommes dans un régime d'exception. On est dans un régime d'urgence sanitaire. Il y a une restriction des libertés individuelles, incontestablement. La question est de savoir si on prolonge
ce régime d'exception jusqu'en juillet, ou si, incontestablement, on a besoin d'une clause de revoyure en février ou mars. Là où Juste avant la clôture des travaux. Là où je vous rejoins moins, c'est que la Constitution ne nous interdit pas de nous réunir en mars ou en avril. Ça s'est déjà fait en 2007. Rien ne nous l'interdit. Donc, je pense que dans la même logique qu'au mois de juillet, nous allons restreindre la durée d'habilitation afin qu'on puisse évaluer la situation épidémique en février ou mars pour prendre des bonnes décisions. Mais sur le bilan actuel, vous avez dit une chose qui est très importante. Effectivement, il y a une campagne de vaccination massive et c'était tout l'objet du pass sanitaire. Ça, c'était un pari réussi puisque ça a été dans les discussions. Aujourd'hui, philosophiquement, la question se pose, est-ce qu'on peut continuer à restreindre les libertés individuelles pour 10 à 15% des personnes qui ne sont pas rentrées dans le schéma vaccinal? C'est-à-dire continuer entre guillemets, d'embêter les 80% qui ont joué le jeu pour... Absolument. Ça, c'est vraiment une question philosophique. Et voire même par rapport au Conseil constitutionnel, puisque au mois d'août, effectivement, il a trouvé proportionnées les mesures législatives. Je ne sais pas s'il aura la même position au mois de novembre quand la loi arrivera. Mais dans quelle mesure le pass sanitaire est une contrainte pour une personne vaccinée qui, de toute façon, a de fait ce pass? Une contrainte quand même pour présenter... On s'est habitué, ce que vous voulez dire. Non, mais quel est le problème de la contrainte? De le montrer? De devoir montrer quelque chose? Parce que de devoir montrer quelque chose dans des lieux publics, c'est quand même une contrainte indéniable. Enfin, mais c'est l'unique contrainte, c'est-à-dire montrer son téléphone ou son papier. Sachant quand même. Aucune donnée n'est stockée, on est quand même en France, on circule. Voilà, aucune donnée personnelle ne circule et n'est stockée. Il y a eu des débats sur la conservation des données, vous le savez très bien, puisqu'on a été très vigilants. Quand un restaurateur, par exemple, vérifie, c'est 30 minutes. C'est garder 30 minutes sur le terminal sur lequel il a vérifié et c'est terminé. J'entends bien, mais quand même, on est dans un pays de liberté, on peut Alors, je vais circuler librement. Je vais donner la parole à Paul Cassia dans un instant, mais je voudrais entendre Philippe Amouyel peut-être sur le justificatif épidémiologique. Quand le gouvernement évoque l'éventualité d'un rebond épidémique, il est réel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, bien sûr. Sur le pass sanitaire, on va prendre deux exemples. Les Anglais, tout d'abord, qui sont en train de faire face à une nouvelle vague épidémique, mais pas une vague de crise sanitaire. Ils sont quand même vaccinés, essentiellement parce que depuis le 15 juillet, ils ont abandonné toute mesure barrière. Si vous allez dans le métro de Londres, il y a 2 personnes sur 10 qui portent des masques. Premier point. Deuxième point, le Danemark, à l'autre extrême. Ils ont mis le pass sanitaire en place très tôt, au mois de mars. Ils l'ont levé il y a 15 jours. La courbe est en train de remonter. Ça veut dire que certes, on arrive à contraindre l'épidémie, à cause de la vaccination, du pass sanitaire et des mesures barrières. Donc il faut qu'on continue à contrôler l'épidémie jusqu'à ce qu'on soit bien sûr qu'on arrive dans une phase qu'on appelle endémique, c'est-à-dire le virus est là, mais ne s'étend plus. Et les estimations que moi j'ai faites, même au début de l'épidémie, c'est que l'endémie n'apparaîtra probablement qu'au printemps ou à l'été prochain. Donc il y a du sens épidémiologique à maintenir la possibilité de continuer à utiliser ce pass sanitaire. Quand un de vos interlocuteurs disait 85% pour 15% de la population, le problème c'est que ces 15% de la population font quand même courir un risque sanitaire. Il suffit de 5 millions de personnes non vaccinées pour déclencher des formes graves, en particulier il en reste un certain nombre qui ne sont pas vaccinés, et saturer l'hôpital. Et c'est ça qui déclenche les problèmes. Je vous redonne la parole évidemment tout à l'heure. Vous diriez quoi, Paul Cassia, que l'exceptionnel se banalise en quelque sorte? D'abord, je dirais qu'une société du risque zéro n'existe pas sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire non plus. Si on attend que le virus du Covid-19 soit éradiqué, je crois qu'il faut tout de suite partir sur l'idée que l'état d'urgence sanitaire, ce ne sera pas exceptionnel, mais est définitif, doit être ancré dans nos habitudes. Ça, c'est le premier point. Il faut accepter un minimum de risque et le taux de vaccination qui n'est pas de 78%, comme vous l'avez dit, mais qui est de presque 88% de la population éligible est déjà considérable. Et à ce pourcentage, il faut ajouter celui des personnes qui ont été contaminés par la Covid et qui bénéficient pour se faire d'une immunité naturelle dont je fais partie. Par conséquent, comme l'a dit le sénateur il y a un instant, le pass sanitaire a atteint son objectif qui était de contraindre à la vaccination. Et on ne peut pas, sur la base d'éléments putatifs qui consistent à dire que peut-être qu'à l'été 2022, l'épidémie va reprendre, on ne peut pas continuer à conserver un régime qui, lorsqu'il a été institué en mars 2020, c'est-à-dire il y a presque 2 ans, a été présenté comme exceptionnel. Il ne faut jamais s'habituer
à banaliser l'exceptionnalité. Il faut toujours considérer que le régime qui consiste à nous confiner, prévoir des couvre-feux, prévoir des passes sanitaires, c'est pas du tout anodin de présenter son QR code à l'entrée d'un cinéma, d'un restaurant, d'un café ou à l'entrée du Sénat. Pour moi, c'est très contraignant et ça appelle, si vous voulez, par la suite d'autres mesures de contrainte qu'on ne peut pas prévoir. Donc il faut absolument supprimer, pour la raison qu'a dit le sénateur, c'est qu'en France, on est dans un pays de liberté. Le principe, c'est la liberté. La restriction, c'est l'exception. Alors, on va continuer dans le débat. Je voudrais qu'Alexandre Poussard nous rejoigne bonsoir Alexandre, pour regarder Thomas, bonsoir à tous. En détail ce dispositif, le dispositif actuel et ce qu'il permet au gouvernement de faire. Oui, alors ça fait 1 an et demi effectivement qu'on vit sous divers régimes juridiques d'exception. Alors d'abord, l'état d'urgence sanitaire. Avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite proroger cet état d'urgence sanitaire, mais uniquement en Guyane, car la situation épidémique est inquiétante et avec cet état d'urgence sanitaire, le gouvernement pourra éventuellement confiner toute la Guyane. Il en aura le pouvoir jusqu'au 31 décembre 2021, mais pour l'instant, seulement un couvre-feu est instauré entre 20h et 5h du matin. Ensuite, sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement souhaite proroger ce qu'on appelle un régime de sortie de crise sanitaire, ou plutôt ce que le gouvernement appelle un régime de sortie de crise, mais en réalité, c'est un état d'urgence sanitaire allégé qui lui donne quand même des pouvoirs d'exception. Alors, outre le pass sanitaire, le gouvernement pourrait décider d'un confinement ou d'un couvre-feu, mais uniquement au niveau local, sur les territoires où le virus circule activement. Il pourrait aussi fermer des restaurants, des commerces et interdire des rassemblements. Alors, ces pouvoirs d'exception, le gouvernement souhaite les avoir jusqu'au 31 juillet 2022, pendant 8 mois. Et ça, le Sénat trouve que c'est vraiment trop long, compte tenu du caractère exceptionnel de ces pouvoirs. Écoutez le sénateur Les Républicains, Philippe Bas. C'est un argument d'ordre général. La question de savoir comment on le traduit. En tous les cas, jamais le Sénat, qui est cohérent avec lui-même, au nom du Parlement, n'a accepté de donner des pouvoirs exceptionnels au gouvernement pendant une période de 8 mois. Ça, on ne le fait pas. Tout simplement parce que quand on restreint nos libertés, même si c'est pour un bon motif, on ne doit pas pouvoir le faire sans contrôle du Parlement pendant une trop longue période. Alors, il n'y a pas que le Sénat qui est sceptique sur cet état d'urgence sanitaire. Il y a aussi le Conseil d'État, l'une des plus hautes juridictions administratives du pays. Et au début du mois, le Conseil d'État a publié un rapport pour renforcer le contrôle de ces mesures d'urgence qui sont utilisées par le gouvernement. D'abord, renforcer le contrôle du Parlement et puis encadrer cet état d'urgence dans notre Constitution, car pour le moment, l'état d'urgence est régi par la loi, donc on peut la changer beaucoup plus facilement. Et le Conseil d'État propose également qu'à chaque fois que le gouvernement décide d'instaurer l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel soit saisi pour dire si, oui ou non, il est pertinent de restreindre les libertés des Français. Merci Alexandre. À tout à l'heure dans notre second débat. Je voudrais qu'on évoque cette question du Conseil constitutionnel. Paul Cassia, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra saisir, on peut imaginer une saisie ou des saisies du Conseil constitutionnel dans les jours, dans les mois qui viennent? Alors le Conseil constitutionnel peut être saisi de 2 manières, soit au moment où la loi est adoptée par le Parlement et les parlementaires ou le Premier ministre, le Président de la République, le Président du Sénat, l'Assemblée nationale peuvent saisir le Conseil constitutionnel avant que la loi entre en vigueur. Si la loi n'a pas été contrôlée à ce moment-là, elle peut l'être a posteriori, c'est-à-dire au moment où elle est appliquée par le biais des questions prioritaires de constitutionnalité. Ce que propose le Conseil d'État, c'est d'instaurer une saisine automatique du Conseil constitutionnel dès lors que le Parlement vote une loi sur un état d'urgence, le Conseil constitutionnel serait saisi. C'est une modification, peut-être. Est-ce que c'est une garantie? Je ne sais pas, parce que le Conseil constitutionnel en la matière, on l'a vu en 2017 jusqu'à aujourd'hui, exerce un contrôle très abstrait de la constitutionnalité de la loi pour la raison simple et juste, qui est que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir politique égal à celui du Parlement. Et donc, par conséquent, il contrôle ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation éventuellement commise par le Parlement, c'est-à-dire une décision qui serait tout à fait déraisonnable de recourir à un état d'urgence et non pas une situation épidémique très précise. Et puis rapidement, sur la durée, parce qu'on va revenir sur cette notion, pourquoi jusqu'en juillet, vous avez l'un et l'autre donné vos arguments, mais est-ce qu'il y a, selon vous, parce qu'évidemment, on enjambe l'élection présidentielle, on ne sait pas qui sera le prochain président de la République, quel sera son rapport aux libertés publiques. Est-ce que c'est un risque pour vous, ça ? C'est un risque tout à fait considérable, effectivement, de donner la possibilité pour l'exécutif qui sera désigné en mai 2022
de pouvoir déclencher l'état d'urgence à sa convenance. Je dis bien à sa convenance, et je parle sous le contrôle de l'épidémiologiste qui nous suit de manière dématérialisée, puisqu'aujourd'hui, si la situation épidémiologique qui est globalement satisfaisante, si j'en crois ce qui est dit à peu près partout, permet le maintien d'un sort d'état d'urgence bis, eh bien, pourquoi en irait-il différemment en mai 2022 ? Pourquoi serait-il impossible de recourir à des couvre-feux, y compris partiels, ou à des confinements à situation à peu près comparable ? Donc, nous sommes en train de créer notre propre destruction démocratique en procédant de la sorte. Argument fort, Sandra Motin, qu'est-ce que vous répondez ? Qu'heureusement, on a une constitution qui nous protège. La constitution de la Ve République nous protège de quelque part d'une folie ou d'une envie hégémonique de quelque président que ce soit qui soit élu. Donc oui, il faut avoir confiance dans notre constitution et dans le fait qu'elle nous protégera d'un abus finalement de ce régime-là. Et donc moi je ne crains pas. Comment ? Si effectivement le président, on l'a vu, Emmanuel Macron décide seul avec 3 personnes autour de lui, ça on l'a vu depuis 2 ans. C'est absolument faux. C'est absolument faux et concrètement, il y a au moins 3 raisons pour ça. La première, c'est qu'on en est au 11e texte sur cette urgence sanitaire et qu'à chaque fois, il est passé au Conseil constitutionnel et qu'à chaque fois, nous-mêmes, députés, on a modifié des choses. Le dernier texte, par exemple, on a raccourci justement le délai pour... On était d'accord aussi. 31 décembre. Oui, mais on était d'accord aussi, on l'avait porté aussi. Donc 15 novembre au niveau du Sénat. On l'a fait, on a trouvé un accord effectivement avec le Sénat pour diminuer ce temps-là. On a là au Parlement, enfin à l'Assemblée, on a mis aussi des conditions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclencher les choses, l'état d'urgence et certaines mesures, sans réunir au moins 4 conditions qui sont des conditions scientifiques sur le taux de reproduction, sur le taux d'incidence, enfin des choses très claires qui participent déjà aujourd'hui en fait aux décisions du gouvernement et avec le président de la République effectivement, mais il ne décide pas seul, il décide sur des bases aussi scientifiques et concrètement, je crois qu'il faut aussi les bases sur lesquelles il décide, on les a jamais vraiment eues en totalité. C'est toute la problématique de cette gouvernance pendant la crise sanitaire. Excusez-moi, il n'y avait pas de transparence sur les arguments et les preuves dont disposait le chef de l'État pour décréter ces mesures d'urgence. Je vous invite à reprendre à chaque fois les explications extrêmement claires d'Olivier Véran sur le pourquoi on faisait des choses et sur le pourquoi on déclenchait et le comment. Je vais prendre un exemple. Cet été, moi, j'ai été confrontée chez moi sur ma circonscription à la fermeture d'un centre commercial de plus de 20 000 mètres carrés parce qu'on avait un taux d'incidence qui était supérieur à 200. Très clairement, on avait une limite, il y avait un décret, c'était très clair. L'application sur le territoire, elle s'est faite via les préfets et il n'y a pas eu à discuter. Donc là, on sait que quand on atteint effectivement une certaine limite, quand on atteint certains seuils, on peut déclencher. Si on ne les atteint pas, on ne déclenche pas. Mais on a des garde-fous. C'est intéressant parce que ça revient à l'un des débats qui est récurrent sur la primauté du politique sur le scientifique dans la gestion de cette crise. C'est vrai qu'au début de la crise, on a reproché au gouvernement d'être finalement totalement dans la main du comité ou du conseil scientifique et de ne pas faire de politique. Stéphane Le Rudulier, ça s'est inversé après quand même. Oui. Notamment le 10 juillet quand le président de la République fait son discours et on a vu la bascule en termes de rapidité et d'accélération de la vaccination. Mais le rôle du Parlement dans cette affaire, c'est de garantir la pérennité de l'état de droit et en même temps protéger la santé des Français. Et c'est tout l'équilibre qu'il faut rechercher. Et je pense sincèrement que demander l'autorisation d'être dans un régime d'exception sur 7 à 8 mois est beaucoup trop important. De 2 choses l'une, soit à la sortie de l'hiver, et j'entends bien la saisonnalité du virus, à la sortie de l'hiver, on constate qu'il y a une extinction de l'épidémie parce qu'on a un taux de vaccination important, parce qu'on atteint une sorte d'immunité collective. Et à ce moment-là, on pourra se poser la question, est-ce qu'on sort de cet état d'urgence, ce régime dérogatoire, ou alors on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à juguler cette épidémie et qu'il faudra maintenir des mesures. Mais je pense que le Parlement, son rôle par rapport à l'exécutif, vous savez qu'on assiste quand même à un affaiblissement du Parlement. L'idée en tant que telle ici, c'est de dire, prenons nos responsabilités, rendez-vous mi-février, mi-mars, pour qu'on puisse juger de nous-mêmes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, si oui ou non on doit sortir de cet état d'urgence et de ces régimes d'exception. Alors on va avancer dans ce débat et on va parler de la question de la 3e dose de vaccination. D'abord Laetitia, un petit retour en arrière, un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Il y a certains politiques, et non des moindres, qui ont fait preuve
d'hésitation, pour ne pas dire d'hypocrisie sur l'appel à la vaccination. Olivier Véran a carrément dit que c'était de la lâcheté. Concernant Christiane Taubira, c'est celle qui a fait finalement créer le plus de polémiques. C'était il y a 3 semaines environ. Sur RTL, elle déclare que comme elle n'est pas en exercice, elle n'est pas politique en exercice, elle n'a pas à appeler les Français, et notamment les Français de Guyane, à aller se faire vacciner. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a un tollé, évidemment. Olivier Véran reprend la main, parce qu'on ne peut pas laisser dire ça quand on est à l'exécutif. Et donc, il déplore, il se dit effaré, et déplore donc une forme de lâcheté. Mais Christiane Taubira, c'était tout ça par médias interposés, évidemment. Elle revient sur France 5 et elle enfonce le clou en disant « Non, je ne suis pas responsable de cette situation et il faut une médiatrice ». Et en fait, c'est intéressant dans le discours de Christiane Taubira, elle met au même plan les protestataires qu'elle fustige, notamment en disant que c'est un monceau d'imbécilité, les antipasses, etc., les antivax. Mais elle met au même plan la parole publique. Voilà, en disant les hauts fonctionnaires, la haute fonction publique et les protestataires doivent s'entendre. Et donc, autant l'un comme l'autre sont dans leur tort. C'est difficile quand on est femme politique, même si on n'est plus en exercice, d'avoir cette position effectivement quasi neutre et qu'il ne l'est pas forcément, parce qu'en mettant au même plan et en horizontalisant les paroles, ça crée de la défiance, encore une fois, dans la parole publique. Un autre exemple qui est vraiment qui est différent dans les ressorts, on va dire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Donc lui, il a bien compris que ces protestataires qui, tous les samedis, manifestent contre le pass sanitaire, il peut potentiellement les récupérer. Donc ça s'appelle du clientélisme. Et donc, dans ses prises de position, il appelle clairement les anti-pass et les manifestants à venir le rejoindre. Maintenant, il ne va plus sur le terrain. Vous vous rappelez que quand il avait tenté de rallier les Gilets jaunes, ça avait été un accueil abominable. Donc il ne se risque plus. Mais il appelle les troupes à le rejoindre, tout en se faisant vacciner. Donc, c'est-à-dire que lui, comme Christiane Taubira, c'est un double discours. Je me fais vacciner, je ne suis pas contre le vaccin, mais je suis contre le pass sanitaire. On comprend quand on analyse vraiment l'expression, on comprend ce qu'ils veulent dire, mais c'est quand même compliqué comme message. Et Jean-Luc Mélenchon va encore plus loin parce qu'il demande aux troupes des antipasses de venir, mais sans les extrêmes droites, sans les militants de l'extrême droite. Alors comment trier dans une foule qui est contre le pass sanitaire, où on se rend compte que finalement ces foules créent la jonction d'épaules, c'est-à-dire qu'effectivement des militants d'extrême gauche et des militants d'extrême droite se retrouvent derrière un même combat. C'est de l'ordre de la responsabilité d'un leader politique, ce dont on parle là. Bon, on ne va pas revenir, parce que ça date un peu, mais sur la prise de position de Madame Taubira. Sandra Motin, ça vous a choqué, j'imagine. Comment vous avez réagi ? Moi, de toute façon, tout responsable politique qui a eu des responsabilités ou qui aspire à en avoir des plus grandes, qui ne met pas au cœur de son discours la protection de la santé des Français, ça me choque, concrètement. Et clairement, M. Mélenchon, il n'est pas tout seul, effectivement, sur son credo. On a vu Florian Philippot, on voit M. Florian Philippot, il est presque inexistant politiquement. Mais il a repris, je peux vous assurer que sur les territoires, il a repris du poil de la bête avec ces manifestations anti-pass. Moi, je le vois tout d'un coup chez moi fleurir. Donc, concrètement, il y a là une sorte d'irresponsabilité parce que je crois que quand on fait de la politique, notre objectif, c'est le bien commun, c'est l'intérêt général. Alors, on prend des décisions en ce moment qui sont difficiles, tous. Et on aimerait bien ne pas avoir à les prendre et ne pas vivre cette crise sanitaire. Simplement, on les prend en responsabilité en faisant ce qui nous semble être le mieux pour protéger les gens. Aller dire qu'il ne faut pas se protéger, c'est extrêmement grave. Bon, je pense que vous diriez la même chose. Je voudrais qu'on avance parce qu'il y a cette question de la 3e dose. Et puis ensuite, il y a un autre thème qui est vraiment passionnant, c'est le secret médical dans les écoles, dans les collèges. Alors, la 3e dose, je vais redonner le chiffre sur le taux de vaccination. J'ai cherché, je communiquais avec ma rédactrice en chef à l'instant pour comprendre pourquoi on n'était pas d'accord. Le chiffre de 76% des personnes éligibles, c'est à partir de 12 ans. Et le chiffre que vous donnez, 88%, c'est au-delà de 18 ans. Donc la différence, elle est là. Voilà, on l'a vérifié entre-temps, on a pris les minutes nécessaires pour le faire. Donc voilà pourquoi on n'était pas tout à fait d'accord. Je voudrais me tourner vers Philippe Amouyel pour savoir, sur la 3e dose, on parle de
quelle part de la population doit passer par cette troisième dose de vaccin? Alors aujourd'hui, c'est clairement avec les recommandations de l'HAS, les plus de 65 ans, plus tous les plus jeunes qui sont fragiles et qui peuvent avoir des déficits de réponse immunitaire. Alors il y a deux éléments maintenant qui confortent cette hypothèse. Le premier, c'est les résultats des études en population de la vaccination de troisième dose des Israéliens, qui a bien réussi à faire stopper la vague massive qu'ils ont eue. Notamment grâce à cette troisième dose. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est vacciné 3 doses contre 2 doses, en sachant qu'ils ont été vaccinés extrêmement tôt en Israël, on diminue le risque de contamination de 10 et de forme grave de 20. Bon, c'est des chiffres faibles dans l'absolu, mais ça reste des rapports importants. Et le deuxième point, c'est que la variation qu'on voit à la hausse, je dis une variation à la hausse, je ne dis pas une reprise de l'épidémie, mais il y a une petite fluctuation, on reste quand même la plupart du temps en France sous les seuils épidémiques, elle touche beaucoup les 60-80. C'est-à-dire la population qui est vaccinée le plus tôt et dont on pense aujourd'hui que le système immunitaire et la réponse immunitaire a tendance à s'épuiser. Donc de bonnes raisons pour lutter un peu objectif, pour relancer et forcer cette troisième dose dans la population. Oui, on est à 2 millions de personnes vaccinées sur les 6 millions de personnes éligibles pour cette troisième dose de vaccin. Et puis si on fait un focus encore un peu plus resserré, si on regarde parmi les résidents des EHPAD, on est à 46% des résidents des EHPAD qui ont déjà reçu la troisième dose de vaccin. Cette troisième dose, est-ce qu'elle doit devenir obligatoire pour que le pass sanitaire reste valable? Voilà la question que je vais vous poser aux uns et aux autres. Mais d'abord, je vous propose d'entendre ce que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, en dit. C'était sur Europe 1. Le message, c'est surtout que quand vous êtes effectivement une personne âgée, vulnérable, que vous avez été vacciné il y a maintenant plus de 6 mois, c'est vraiment très important. On sait que l'immunité baisse fortement au bout de 6 mois et donc il faut absolument faire cette troisième dose. Mais on pourrait perdre son pass sanitaire, c'est quelque chose qu'on regarde. En tout cas, ça n'est pas décidé aujourd'hui. Voilà, la décision n'est pas prise, on le regarde. Stéphane Le Rudulier, ce serait cohérent d'une certaine façon, ou vous pensez que là encore, il y a peut-être un nouveau risque pour la liberté publique de conditionner le pass sanitaire à la troisième dose? Non, sur la notion de troisième dose, effectivement, là aussi, il y a un accompagnement, beaucoup de pédagogie à faire, notamment sur les personnes les plus vulnérables. De là à partir sur le débat de la vaccination obligatoire, on l'avait déjà eu au mois de juillet. Fondamentalement, il y a une impossibilité matérielle de la contrainte. Enfin, je veux dire, c'est bien beau de proclamer vaccination obligatoire, mais après, comment on contrôle ? Moi, je pose la question, est-ce qu'on va aller contrôler les 67 millions de Français, savoir s'ils sont bel et bien vaccinés en présentant le carnet de santé avec le certificat médical? Donc, le pass sanitaire, c'est pas la vaccination obligatoire. Non, mais on parlait de la vaccination obligatoire tout à l'heure. Oui, non, mais là, je dis, je répète, on s'est tous bien compris. Est-ce qu'il faut la troisième dose pour que le pass sanitaire reste valable? S'il y a une baisse de l'immunité de la personne, forcément, a fortiori, je pense qu'il faut la troisième dose pour faire perdurer son pass sanitaire. Il faut être dans la même logique. Et y compris, on n'a pas encore eu les débats, mais peut-être que le professeur nous le dira. Pour l'instant, on parle des personnes âgées, mais qu'en est-il de la population entre 40 et 60 ans, entre 20 et 40? Est-ce qu'on a la même durée d'immunité? Toutes ces questions-là restent en suspens. C'est pour ça qu'il faut aussi, au-delà, et là je reviens sur l'état d'urgence, c'est une chose, mais après c'est la gestion de sortie de crise et comment on sort de la crise et comment on anticipe les futures épidémies. Et je pense que ça, c'est un débat qu'on doit avoir au-delà de l'état d'urgence, parce qu'on a l'impression qu'on vote des textes toujours entre guillemets en urgence pour répondre à une situation épidémique sans pour autant avoir de l'anticipation sur la gestion de la sortie de crise et la gestion des épidémies, des futures épidémies, parce qu'on sait très bien malheureusement que ce cas-là peut se reproduire dans les décennies qui arrivent. Sandra Motin, je répète ma question, je suis parfois un peu têtu, est-ce qu'on lie la troisième dose au pass sanitaire? Moi je trouve que ce serait cohérent. A priori, pour l'instant, la décision n'est pas prise. On voit quand même que le gouvernement marche un peu sur des œufs. Et il y a une raison, il y a une raison, c'est sans doute l'opinion publique. Il y a un sondage Odoxa qui est sorti. Sont favorables au pass sanitaire. 62% des Français favorables au pass sanitaire, mais 58% pas d'accord pour conditionner le pass sanitaire à la fameuse troisième dose. Donc ça fait peut-être hésiter le gouvernement.
je suis pas sûre qu'on prenne des décisions sur la base de sondages. Heureusement, mais je suis à peu près sûre qu'on le fait pas. On est en plein procès des sondages de l'Élysée. Ça aurait donc changé. Non, c'est pas la langue de bois. Certainement pas avec les sondages. Sinon, je vous assure qu'on n'aurait rien pu faire. Parce que si on regarde bien, les Français étaient hostiles à la vaccination, ils étaient hostiles au pass sanitaire. Et finalement, ils y sont venus et ils l'ont adopté. Donc concrètement, non, on ne gouverne pas avec des sondages. Par contre, là, clairement, moi, je crois qu'il y a une chose qui a changé, qui est importante, c'est qu'on est passé d'une politique de vaccination qui était faite dans des centres sur lesquels les territoires ont eu, et donc les collectivités locales ont eu un rôle très important parce qu'ils ont accueilli ces centres de vaccination, donc les gens ont pu y aller très facilement. On a été les chercher. Et là, on est dans une autre logique, celle de l'aller vers. Et donc, ce sont plutôt les pharmaciens, les médecins généralistes, des gens en fait qui sont déjà au contact de ces personnes très régulièrement, qui sont chargés d'aller les chercher finalement et d'aller vers elles pour les vacciner. Donc, je crois qu'aussi on est dans une démarche un peu différente, plus basée sur la confiance. Donc je pense que c'est plutôt ça qui fait hésiter aujourd'hui le gouvernement, parce que c'est finalement pas forcément des grands centres de vaccination qui vont les prendre en charge, c'est plutôt les professionnels libéraux qui ont l'habitude, qui n'ont pas forcément besoin de contraintes pour réussir à convaincre ces personnes qui ont déjà reçu 2 doses. Donc là, c'est un 3e rappel, en fait, ni plus ni moins. Donc c'est déjà des gens qui, finalement, ont été convaincus et qui se sont déjà fait vacciner 2 fois pour la plupart. Donc moi, je pense vraiment qu'on peut se donner un peu de temps pour voir comment ça évolue, continuer à passer les messages. Et je suis assez optimiste sur le fait qu'on ne soit pas forcé d'être dans une contrainte, ou en tout cas de mettre ce pass sanitaire tant qu'il n'y aura pas une majorité de Français éligibles qui seront vaccinés. On va passer à la question du secret médical des élèves, mais Paul Cassia, je voudrais que vous réagissiez à ce que Stéphane Le Rudulier disait juste avant. Est-ce que finalement, il ne faut pas qu'on réfléchisse à une adaptation de notre droit, peut-être de notre constitution, je ne sais pas jusqu'où aller, pour anticiper sur d'autres épidémies? Mais je ne crois pas que les épidémies se règlent par le droit et par la modification de la Constitution. Je crois même qu'elles ne se règlent en aucune manière par le droit et par la modification de la Constitution. Je crois qu'elles doivent s'anticiper. Ce n'est pas mon boulot, c'est celui du gouvernement. Je ne suis pas en capacité de réagir sur ce point, sous le contrôle du Parlement. Donc les crises, elles doivent être anticipées. Et il faut des politiques qui préviennent la survenance de crises, et on sait qu'il va y avoir des crises de toute nature, et la loi n'est pas faite pour, comme vient de le dire le sénateur, réagir en permanence à ce qui pourrait arriver si les plus de 65 ans ne reçoivent pas une 3e dose. À ce moment-là, on arrête. On en est à la 11e. Oui, c'est ce que disait Madame la députée. Effectivement, c'est la 11e fois que le Parlement se prononce, ou est appelé à se prononcer sur le Covid-19. C'est sans fin en réalité. Et ce que vous disiez il y a un instant sur le statut vaccinal des plus de 65 ans appelle à un pass sanitaire forever en réalité. Parce que bon, après il faudra la 4e dose, puisque après l'été, sauf erreur, il y a l'automne puis l'hiver prochain. Donc pour vérifier le statut vaccinal, il faudra un pass sanitaire. Ces questions-là, de même que la question du terrorisme, ne se règlent pas par le droit et pas par une modification de la Constitution. C'est aux politiques à prendre la main. Pour rebondir par rapport à ça, on a des rappels par rapport à la grippe, et pour autant on n'était pas dans l'état d'urgence sanitaire. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de ce régime dérogatoire, encore une fois, et après être dans la coutume. Pardon de vous interrompre, le secret médical des élèves, et on va entendre le ministre de la Santé, c'était la nuit dernière à l'Assemblée, il défendait cet amendement du gouvernement, un amendement déposé par le gouvernement sur la levée du secret médical pour les élèves. Olivier Véran. Vous le savez probablement, il y a des protocoles qui sont en cours dans les écoles, dans plusieurs départements, visant à éviter de devoir fermer des classes lorsqu'il y a un cas positif. Aujourd'hui, tout cela repose sur de l'autodéclaration de la part des élèves ou des parents d'élèves auprès du corps enseignant, ce qui rend le dispositif fragile et qui ne permet pas d'envisager une généralisation dans des bonnes conditions. Aussi, il vous est proposé de permettre aux directeurs d'établissement de faire une saisine de l'assurance maladie sur la base des élèves qui sont concernés, pour que, par l'intermédiaire de l'assurance maladie, ils puissent connaître le statut vaccinal des élèves et ainsi pouvoir appliquer ces protocoles et éviter les fermetures des classes. Stéphane Le Rudulier, est-ce que ça fait partie des parties du texte de cet amendement sur lequel vous comptez revenir dans une semaine au Sénat? En tout cas, je pense qu'il y aura un débat très
très dense sur ce sujet, parce que là encore, c'est encore une fois un régime d'exception, une contrainte supplémentaire. Ce n'est pas le rôle, et là je rejoins Patrick Kanner, du chef d'établissement de contrôler la situation de chaque élève. Et là encore, c'est une question de proportion. Si on se disait clairement, il y en a pour 1 mois ou 2 mois, et après on lève toutes ces contraintes, peut-être que ça serait acceptable d'un point de vue de la population. Mais si on cumule, je prends 8 mois de mesures d'exception, je vais jusqu'à la fin de l'année scolaire pour avoir ces mesures qui perdurent dans le temps, en fait, on est en train de s'habituer à un régime d'exception où on restreint au fur et à mesure nos libertés. Et c'est là où il y aura un point d'achoppement, parce que si, au fur et à mesure, on nous en rajoute, excusez-moi l'expression, il va y avoir une contraction du débat, et forcément, la qualité derrière de la loi va s'en ressortir. Sandra Motin. Alors concrètement, moi, je voudrais d'abord rappeler les objectifs qu'on poursuit avec ça. On en a 2. Celui qu'on a entendu que donnait le ministre Olivier Véran, c'est faire en sorte que quand il y a un cas qui est révélé dans une classe, on puisse rapidement mettre en place finalement ce qu'on a appelé, c'est très moche, mais le distanciel pour ceux qui sont les plus fragiles et qui ne sont pas protégés. Et puis garder à l'école, et ça c'est notre objectif depuis le début de cette crise, garder à l'école les enfants qu'on peut garder à l'école. Donc aujourd'hui, on fait confiance aux parents, il ne faut pas se méprendre sur ce qui a été dit, ni sur l'intention. On fait confiance aux parents, simplement, on a un vrai souci, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps de demander effectivement ces déclarations à chaque fois. Puis il y a des parents dont les enfants sont vaccinés, à qui on le demande plusieurs fois. Donc c'est efficacité ou liberté, quoi. C'est une raison. Il y a effectivement une notion d'efficacité pour aller vite, pour pouvoir mettre en place des enseignements qui vont bien pour nos enfants, et c'est très important. Et puis il y a un deuxième objectif. On a beaucoup entendu à la rentrée les profs se plaindre qu'on n'avait pas assez testé. Qu'on n'était pas prêt pour les campagnes de vaccination. Pour pouvoir bien cibler les campagnes de tests, pour pouvoir bien cibler ces campagnes aussi de vaccination, on a besoin d'informations. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, on ne les a pas. On ne sait pas effectivement la proportion des jeunes qui sont ou pas vaccinés. Donc on ne peut pas cibler aujourd'hui les établissements dans lesquels on aurait besoin de mettre le paquet. C'est aussi l'objectif, notamment au travers des tests et des campagnes de tests. Très court, avant que vous preniez la parole, parce que je suis sûre que vous allez réagir, je rappelle quand même que pour inscrire son enfant à l'école primaire, il est obligatoire de présenter tous les vaccins qui sont obligatoires en école primaire. Donc là, il s'agit juste de déplacer cette contrainte sur le secondaire. Donc pourquoi on l'acceptera en primaire ? Pour 11 vaccins, il me semble, maintenant. 11 vaccins, et pas un à partir de la 6e. Enfin, vous voyez, en fait, il y a tout ça aussi dans l'acceptabilité de la population, parce que vous avez raison, c'est évidemment le nœud de cette politique de crise. Pour l'instant, le vaccin contre la Covid n'est pas obligatoire, donc c'est pas le 12e vaccin. C'est un peu la particularité. Alors, juste 2 mots. Un, sur la méthode. Le projet de loi a été présenté au Parlement le 13 octobre, et sur le siège, tout d'un coup, hier, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Le ministre en avait parlé en commission, il l'avait dit dans son propos introductif, et il l'a rappelé hier soir au banc d'ailleurs. Ah, très bien. Bon, alors moi j'ai découvert cet amendement hier. Bon, en tout cas, il n'a pas passé le filtre du Conseil d'État. Et s'agissant de l'étude d'impact, on ne sait rien de ce que pourrait produire ce type de proposition. Donc sur le plan de la méthode, déjà je suis un petit peu dubitatif et je n'ai pas d'opinion véritable sur le sujet, sauf que là encore, 1, on porte atteinte au secret médical. 2, on poursuit la logique du pass sanitaire, qui est de faire de chacun de nous le contrôleur de l'autre. Et ici, en l'occurrence, comme ça vient d'être dit par monsieur le sénateur, du chef d'établissement, le contrôleur du statut vaccinal des élèves. Je veux qu'on soit très clair, on n'instaure absolument pas de pass sanitaire à l'école. Je ne voudrais pas que des gens se méprennent. On n'instaure absolument aucun pass sanitaire à l'école, c'est extrêmement important. Bien sûr. Voilà, parce que comme vous faites le parallèle... Non, pas du tout. Être très clair là-dessus. Le parallèle, c'est que le pass sanitaire est contrôlé par des personnes privées vis-à-vis d'autres personnes privées. Et ici, on donne au chef d'établissement le rôle finalement le même rôle que pour les personnes qui contrôlent nos passes sanitaires. Il est le contrôleur permanent de la santé vaccinale, du statut vaccinal de ces élèves. On possède une information, effectivement. Oui, on commence par une information. Et d'ailleurs, c'est très clairement dans le temps, c'est limité dans le temps, c'est pour un objectif très précis aussi. Donc voilà, c'est pas non plus... Ça commence toujours comme honnêtement, on a des chefs d'établissement qui connaissent beaucoup de choses, déjà, heureusement, sur les enfants qu'ils accueillent tous les jours dans leurs établissements et qui vont des fois au-delà de ce qu'on pourrait avoir. On verra si cette entaille dans le secret médical passe
passe ou non au crible du Sénat. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en plateau. Merci à Philippe Amouyel qui était évidemment également avec nous en visioconférence. On passe à notre rubrique Les électeurs ont la parole.